Bonjour, ici Catherine Beauchemin et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons des accidents de voiture chez les jeunes avec Annabelle Diotte, de la combinaison sport-études avec Florence Bazinet, de la taxe carbone au Canada avec Ève Laberge, de l'évolution du métier d'antiquaire avec Samuel Lafleur-Gagnon, de l'augmentation du nombre d'élèves à besoins particuliers dans les écoles avec Florence Morin. Mais tout d'abord, la pénurie d'enseignants dans les écoles secondaires continue de créer des problèmes. Pour nous en parler, Léa Rose Castro. Bonjour, Léa Rose. Bonjour, Catherine. Comment les écoles font-elles pour pourvoir les postes d'enseignants manquants? Donc, tout d'abord, les écoles vont aller vers les nouveaux diplômés qui ont leur bac en enseignement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les diplômés sont assez rares. Donc, après, ils vont aller voir des individus qui ont une formation universitaire, mais qui n'ont pas forcément de compétences en pédagogie. Ou sinon, dernier recours, ils vont vers du personnel comme des techniciennes en éducation spécialisée, des TES, ou des membres du personnel non enseignant des PNE. Est-ce que ces solutions entraînent des répercussions sur l'enseignement? Malheureusement, oui. La plupart pensent que parce qu'ils sont allés à l'école ou parce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école, que l'éducation, c'est facile. Mais ce n'est pas du tout facile. Au niveau de la matière, ils connaissent vraiment bien la matière, ils sont capables de bien la comprendre et tout. Mais quand il s'agit de la vulgariser, de l'enseigner ou de transmettre des stratégies, c'est tout autre chose. C'est vraiment plus compliqué que ce qu'ils croyaient. Puis c'est vraiment là qu'ils ont leur plus gros problème. Et avoir une relation avec les jeunes, genre une belle entente et tout, c'est aussi pas très évident pour eux. Comment les écoles font-elles pour y remédier? Tout dépend des écoles. L'école auquel j'ai parlé, qui veut garder son anonymat, eux, ils ont un programme pour les nouveaux enseignants. Dans le fond, ils jumellent un nouvel enseignant et un enseignant qualifié. Et c'est vraiment favorable pour eux parce qu'ils peuvent assister au cours de l'enseignant qualifié, ils peuvent poser des questions, ils peuvent voir avec l'enseignant où est-ce qu'ils ont leurs difficultés et comment les améliorer. Donc, c'est vraiment... puis les enseignants peuvent donner plein de trucs aussi. Quelles sont les solutions qui sont offertes à un élève pour s'améliorer s'il se sent affecté par cette situation-là? La solution la plus simple, c'est tout simplement d'aller en récupération parce que c'est dans l'établissement scolaire de l'élève. Sinon, il y a le site AlloProf, qui est un site assez connu, qui est assez complet pour répondre aux questions, ou tout simplement avoir un tuteur. Ça serait vraiment une bonne idée. Merci beaucoup, Léa Rose. Merci à toi. Le nombre d'élèves à besoins particuliers dans les écoles primaires continue d'augmenter. Pour nous en parler, Florence Morin. Bonjour, Florence. Bonjour. Selon Mélanie Guérin, qu'est-ce qui explique le taux élevé d'élèves en difficulté d'apprentissage au primaire? Oui, en effet, 20 des élèves au primaire vivent avec des difficultés d'apprentissage tous les jours. Selon l'enseignante en deuxième année du primaire, l'implication des parents, entre autres, joue un grand rôle dans cette problématique. L'enseignante a réalisé que les parents sont de moins en moins impliqués dans la réussite scolaire de leurs enfants. Qu'est-ce qu'un parent impliqué et engagé? Mélanie Guérin explique qu'un parent engagé et impliqué s'intéresse à ce que son enfant pratique à l'école et s'implique activement dans la vie scolaire de son enfant, que ce soit dans sa vie académique ou sociale. Est-ce que Mélanie Guérin a observé un changement depuis son début en enseignement au niveau des élèves à besoins particuliers? Oui, l'enseignante a observé que depuis son début en enseignement, l'écart se creuse de plus en plus entre les élèves forts et les élèves faibles. Les élèves moyens, qui devraient anciennement être la norme, n'existent plus. Elle explique cette observation en raison de l'implication des parents qui est très variable. Ils sont soit véritablement engagés ou tout le contraire. Cette problématique crée des enfants seulement très forts ou très faibles. De quelle manière peut être montrée l'implication d'un parent? L'implication, selon l'enseignante, débuterait dès la petite enfance avec la manière dont les parents élèvent leurs enfants. Elle parle entre autres de parents qui vont avec leurs enfants à la bibliothèque, jouent à des jeux de société, lisent des livres ou font encore des activités parascolaires ou des sports. Quelles sont les répercussions directes sur un enfant dont les parents ne sont pas impliqués? Mélanie Guérin mentionne, et je cite, que ce sont des enfants qui ne développent pas toutes sortes de compétences, de fonctions de leur cerveau et d'habiletés sociales qui sont primordiales à la réussite scolaire. Finalement, que font les enseignants afin de remédier à cette situation-là? Les professeurs travaillent le développement des compétences sociales et des fonctions exécutives du cerveau à l'aide d'ateliers et de jeux afin d'apprendre aux élèves à réfléchir, à se questionner, à gérer les comportements impulsifs et à s'activer. Selon Mme Guérin, ce sont des fonctionnements primordiaux à la réussite scolaire. Merci, Florence. Le métier d'antiquaire est en évolution au Québec. Pour nous en parler, Samuel Lafleur-Gagnon. Bonjour, Samuel. Bonjour, Catherine. Samuel, le métier d'antiquaire subit beaucoup de changements depuis les dernières années. Quels sont-ils? En effet, le métier subit beaucoup de changements. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Mme Hélène Tremblay, une antiquaire avec plus de 10 ans d'expérience dans le métier.
Et l'un des changements qu'elle a constaté, c'est vraiment l'arrivée du vintage qui est très populaire ces temps-ci. Le vintage, c'est des objets qui datent d'environ des années 50 jusqu'aux années environ 70-80, qui est en ce moment très à la hausse pour les antiquaires. Puis la moins bonne nouvelle dans les changements, c'est que les antiquités qui sont plus vieilles que le vintage sont de moins en moins convoitées par les acheteurs. Y a-t-il des aspects positifs par rapport à ces changements? Oui, il y en a. Il y a l'arrivée d'Internet depuis quelques années qui apporte de nouvelles surfaces de vente, comme par exemple Marketplace, eBay ou même l'EPAC. Puis Internet aide beaucoup aussi les vendeurs. Les vendeurs, maintenant, peuvent trouver leurs informations beaucoup plus rapidement grâce à Internet. Mme Tremblay nous disait qu'avant, elle devait chercher dans des livres. Maintenant, en quelques clics, elle peut avoir accès à ces informations. Et aussi pour les acheteurs qui peuvent maintenant mieux s'informer sur les antiquités qu'ils tentent d'acheter. Et aussi dans la tranche de prix à payer pour ne pas se faire avoir et payer trop cher. Est-ce que c'est un métier qui perd de l'ampleur avec les années? Ben, c'est vrai que le métier n'est plus à son apogée comme avant, mais reste que les antiquaires, ils disparaîtront pas demain matin. C'est sûr qu'ils vont devoir s'adapter à ces nouveaux changements, bien sûr. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le futur de ce métier. Comment Mme Tremblay voit-elle l'avenir de son métier? Est-ce qu'elle est confiante? Oui, elle est assez optimiste par rapport à ça. Selon elle, les gens sont de plus en plus sensibilisés à donner une seconde vie aux objets, surtout dans une société de surconsommation. Avec l'inflation aujourd'hui et le coût de la vie, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter des objets neufs ou dans des magasins qui coûtent beaucoup plus cher que les antiquités qui sont quand même à des prix assez abordables. En quelques mots, durant quelle année le métier a été extrêmement populaire? Les années 60-70, c'était vraiment l'apogée du métier. Les antiquités étaient très populaires. Les antiquaires faisaient beaucoup d'argent, donc c'était vraiment le moment pour être un antiquaire. Merci beaucoup, Samuel. Merci. La taxe carbone au Canada a des effets sur l'environnement. Pour nous en parler, Ève Laberge. Bonjour, Ève. Bonjour. Quelle est la nouvelle mesure mise en place par rapport à la taxe carbone? Dans les dernières années, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place par rapport à la taxe carbone. Mais la dernière qui a sorti, c'est pour verser des redevances aux résidents des maritimes. Qu'est-ce que le mazout? Le mazout est produit à partir de pétrole et sa combustion émet d'importantes quantités de CO2 dans l'air, ce qui contribue au changement climatique. Quelles régions font-elles partie de celles qui doivent diminuer leur consommation? La vérité, c'est que toutes les régions partout dans le monde devraient diminuer leur consommation de mazout, mais la nouvelle mesure vise seulement les régions des Maritimes, donc la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard ainsi que le Nouveau-Brunswick. Pourquoi le Parti conservateur souhaite-t-il enrayer la taxe carbone au Canada? Le Parti conservateur se demande pourquoi c'est seulement les Maritimes qui reçoivent des redevances et non le reste du Canada. Dans quel but les Maritimes reçoivent-elles une redevance? Les Maritimes reçoivent des redevances dans le but que les citoyens changent leur façon de chauffer. Leur manière de chauffer? Leur manière de chauffer pour des thermopompes électriques plutôt qu'au mazout. Combien de ménages possèdent un appareil de chauffage au mazout au Québec? Selon l'analyse d'impact sur les règlements sur les appareils de chauffage au mazout du ministère de l'Environnement, ils affirment qu'au Québec, 205 000 ménages se chauffent à partir de mazout, dont 100 000 d'entre eux se chauffent complètement à partir de mazout, à partir de mazout seulement. Merci, Ève. Ça fait plaisir. Plusieurs étudiants au Québec doivent combiner sport et études. Pour nous en parler, Florence Bazinet. Bonjour, Florence. Bonjour. Comment le sport peut-il avoir un effet positif sur les études? En fait, il y a plusieurs bienfaits, dont la productivité, qui est meilleure. Donc. Il y a aussi une meilleure gestion du stress grâce aux endorphines qu'on dégage en faisant du sport. Et surtout, une meilleure concentration, ce qui est un atout pour tous les étudiants, mais encore plus pour des étudiants qui auraient un TDA ou même un TDAH. Donc, ça leur permet de brûler de l'énergie avant d'aller en cours. Est-ce que le programme sport-études permet aux élèves de réussir malgré l'horaire chargé? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui. Donc, je me suis entretenue avec un ancien élève de sport-études, Sacha Gilleron, qui m'a indiqué que donc, les cours n'étaient pas si chargés que ça, même s'il manquait une période sur 4 par journée. Donc, les profs savent gérer ça, ils savent que l'horaire est plus différent. Alors, ils ne leur donnent pas toute la matière, ils leur laissent faire, essayer de s'arranger. Et même, ils leur fait faire les devoirs en classe pour éviter de devoir les faire le soir quand ils ont moins de temps ou même de juste pas les faire. Est-ce qu'il est difficile pour un étudiant de continuer un sport en arrivant au collégial? Alors, c'est sûr que oui, parce que contrairement au secondaire, que c'était l'école, même le programme qui devait s'adapter à l'élève, c'est rendu l'élève qui doit s'adapter à avoir les cours du cégep, plus peut-être
un petit emploi, des hobbies. Surtout qu'en plus, là, maintenant, il ne manque plus une période pour faire leur sport et même que l'entraînement et les parties de sport sont plus importantes. Donc, ça peut être 2, 3, 4 heures par journée. Alors, c'est ça, comme Sacha Jérôme avait indiqué. Puis, il a décidé de faire sa technique en 4 ans pour le hockey, parce que sinon, il aurait eu beaucoup de difficultés à réussir son année s'il avait fait sa technique en 3 ans. Merci beaucoup, Florence. Merci. Le nombre d'accidents de voiture chez les jeunes a baissé depuis la pandémie. Pour nous en parler, Annabelle Diotte. Bonjour, Annabelle. Bonjour Catherine. Quels sont les effets de la pandémie sur les accidents de voiture? Bien, on sait bien que la pandémie a amené beaucoup de malheurs pour tout le monde dans la région, ainsi que tout le monde dans le monde, en fait. Mais en 2021, le gouvernement du Québec, François Legault, a mis en place un couvre-feu pour empêcher les gens d'aller sur les routes, évidemment, et cela a fait un abaissement dans le taux d'accidents dans les régions. Pourquoi les jeunes sont-ils plus à risque d'avoir un accident de voiture dans la région? Bien, comme vous savez, on a le programme ATM à Jonquière et cela est très populaire, surtout en journalisme et en radio. Ça amène beaucoup d'étudiants d'ailleurs, tels que Montréal, Québec et Abitibi. Et dans le fond, les jeunes, ils viennent et déménagent ici dans la région. Et cela, il fait que les jeunes veulent retourner chez eux dans le temps des fêtes. Puis ils prennent des chemins tels que la réserve phonique des Laurentides, qui est très dangereux l'hiver et qui cause beaucoup d'accidents de voiture. Quelle est la tranche d'âge la plus touchée par les accidents de voiture et pourquoi juste les jeunes? La majorité, c'est de 17 à 20 ans. Puis la grosse raison, c'est le manque d'expérience, car les jeunes, lorsqu'ils veulent retourner chez eux, ils ont une expérience de voiture, ils vont dans la réserve phonique des Laurentides, puis beaucoup d'accidents se font là. Quel a été l'impact de la COVID sur le nombre d'accidents de voiture? Selon les statistiques du gouvernement du Canada, il y a un écart d'environ 0,3 à 0,2 pour 1000 personnes d'accidents routiers entre 2010 et 2020 au Québec. Quelles sont les principales causes d'accidents? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Luc Tardif, qui est le porte-parole des policiers de Saguenay. On a eu une discussion et je lui ai demandé la question. Il m'a répondu comme quoi qu'il y a plusieurs causes pour les catastrophes routières, mais il y en avait 3 principaux, tels que le manque de sommeil, le cellulaire au volant et le manque d'expérience qui est très commun chez les jeunes, puis dans la région aussi. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Voilà, c'était votre magazine Sur le plateau. Merci à nos journalistes Léa Rose Castro, Florence Morin, Samuel Lafleur-Gagnon, Florence Bazinet, Ève Laberge et Annabelle Diotte. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la prochaine.